quand c'est à vous de vous exprimer. Et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est un débat inversé. Donc, les participants, les spectateurs, si on va dire comme ça, sont invités à s'exprimer régulièrement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que quand vous voulez la parole, vous envoyez un petit mot dans le chat qui est sur la barre en bas. Et ensuite, comme ça me permet, donc je suis la modératrice, de partager la parole. Voilà, si tout le monde est d'accord, on va fonctionner comme ça. Merci en tout cas à nos intervenants d'être présents et au public également pour ce débat sur nos libertés sont-elles en danger à l'occasion de la 2e édition du Festival des idées. Alors, je rappelle rapidement le fonctionnement d'un débat inversé. Alors, donc je fais une courte introduction sur la nature du débat. Qui reprend les éléments proposés par l'organisation du festival. Et ensuite, dans un premier temps, on va tout de suite donner la parole aux spectateurs. Ça leur permet de s'exprimer avant même que les intervenants s'expriment sur le sujet. Et ensuite, ce sera donc les invités, les intervenants, chacun à leur tour. Puis, on fera une nouvelle session d'échange avec le public sur la base notamment de propositions qui ont été communiquées par l'organisation du festival. Alors, je vais tout de même rappeler quels sont nos invités pour ce débat. Donc, je vais commencer par vous, Stéphanie Hennette-Vaucher. Vous êtes professeure de droit public et spécialiste des libertés et des droits fondamentaux. Arlie Halimi également, qui a réussi à renommer son Zoom, donc qu'on peut bien identifier, avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme et spécialiste de la défense dans les affaires de violence policière. Je voudrais éventuellement vous présenter en 2 mots également. Alors, on devait avoir Hélène Franco qui n'a pas dû pouvoir se présenter pour l'instant, et qui est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, si jamais elle arrive à nous rejoindre. Éric Coquerel, qui est député pour la France Insoumise, que je vois ici aussi. Et enfin, Jacques Toubon, qui a été 2 fois ministre de la Justice et de la Culture et qui a été défenseur des droits ces 6 dernières années. Donc, merci à tous de participer à ce débat. Alors, sur le sujet du débat, nos libertés sont-elles en danger ? Depuis les années 2000, disons, un arsenal de lois toujours plus sécuritaires nourrit le spectre d'une dérive liberticide dans le pays des droits de l'homme. Notamment, alors on pense tout de suite à l'état d'urgence entre 2015 et 2017, et plus récemment, cette situation, donc un nouvel état d'urgence sanitaire cette fois, avec bien sûr le confinement généralisé, mais également des dispositions qui ont été prises dans le cadre de la justice, avec par exemple la prolongation des détentions provisoires ou un certain nombre d'autres dispositions qui ont été prises par ordonnance, dont je vais vous laisser bien sûr évoquer. Est-ce que simplement avec ces premiers éléments, est-ce qu'il y a des réactions déjà dans le public sur qu'est-ce que vous évoque cette thématique, à quoi est-ce que vous le rattachez, quelles sont les inquiétudes peut-être qui émergent, et peut-être aussi est-ce que vous avez des questions préliminaires pour les intervenants, les invités. Alors j'ai Arthur, Yves, dans les participants. Une réaction de Arthur, Duez ou Yves peut-être, une première réflexion, ou Jean-Louis Cabrespine qui vient de nous rejoindre. Voilà, on va faire un premier tour de table des invités. On va reprendre dans l'ordre des présentations sur une présentation un petit peu générale des premiers éléments de débat, d'enjeux, peut-être de questions. Stéphanie Hennette-Vaucher, si vous voulez commencer. Volontiers, merci Margot, bonjour à tous et à toutes. Peut-être 2 observations générales sur cette thématique, sur cette question de savoir si nos libertés sont en danger. Moi, pour
avoir un peu essayé d'observer de près la question depuis plusieurs années. Ce qui me frappe, disons, sur la dernière demi-décennie, c'est d'une part un affaiblissement qui me paraît assez fort de la culture des libertés dans l'appareil politico-administratif. Affaiblissement de la culture des libertés, c'est-à-dire que si on met la liberté au centre des valeurs sur lesquelles on fonde notre communauté politique, et si du coup la liberté est le principe et la restriction l'exception, alors normalement il faudrait que toute exception, toute restriction aux libertés soit véritablement justifiée, et ce n'est pas un mot ou un standard mou, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que ça soit sur la restriction que pèse la charge de la preuve de sa nécessité. Et je trouve très frappant dans les discours politiques, administratifs, législatifs, etc., qu'en fait, on a très rarement en fait, ce discours épais, justifié, substantiel des restrictions aux libertés. Deuxième observation que je voulais faire, et qui en fait nourrit la première, tient au fait que depuis 5 ans, il y a une banalisation très nette du gouvernement par l'exception. Le gouvernement par l'exception, c'est bien sûr le recours à des formats, à des régimes exceptionnels de gouvernement, à des régimes d'exception. Alors, il y a eu bien sûr l'état d'urgence qui a été prononcé dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, mais dont on sait qu'il a duré 2 années. 2 années avec tous les problèmes en termes de droits et libertés qui sont liés à l'état d'urgence, 2 années avec tous les problèmes en termes de diffusion de l'état d'urgence bien au-delà de la lutte contre le terrorisme au titre duquel il avait été déclenché. Hein. On l'a vu par exemple utilisé massivement pour restreindre des manifestations à caractère politique, pour gérer un certain nombre de situations en lien avec des problématiques migratoires, etc. Donc, et on sait aussi que cet état d'urgence qui a duré 2 années, il n'a été levé qu'autour de quelque chose comme une forme de passe-passe, qui a été la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017, qui a inséré dans le droit commun permanent 4 des piliers de l'état d'urgence antiterroriste. Et moins de 2 ans et demi après cette aventure singulière, on est entré à nouveau, à partir de la loi du 23 mars 2020, dans un nouvel état d'urgence sanitaire, d'autant plus rigoureux qu'au-delà des mesures nationales, le confinement est évidemment emblématique, il y a eu un très grand nombre de mesures locales d'aggravation de l'état d'urgence sanitaire. Avec un certain nombre d'étudiants du master de droit de l'homme de Nanterre, on a fait un travail de recensement de plus de 1200 arrêtés préfectoraux sur une période d'1 mois et demi, et qui ont doublé la mesure de confinement général de la population par toutes sortes d'interdictions de portions d'espace public, toutes sortes d'interdictions ou de réglementations d'activités commerciales, d'activités physiques, interdiction de s'asseoir sur un banc, du positionnement statique, etc. Et là encore, on voit que cet état d'urgence sanitaire, il a des conditions de sortie très ambiguës, puisqu'on a la loi du 9 juillet 2020 qui organise la sortie de l'état d'urgence, qui lève formellement l'état d'urgence, mais qui pourtant maintient un régime totalement dérogatoire du droit commun en listant toute une série de compétences exorbitantes au bénéfice du Premier ministre, du ministre de la Santé et du préfet, et qui dessine en fait un peu un état d'urgence innommé. Donc en fait, on est toujours dans une forme d'état d'urgence, et je crois que ces 2 facteurs de perte de culture des libertés et de banalisation du gouvernement par l'exception, qui est toujours la solution immédiate, lourde et possiblement pérenne, sont des éléments de cadrage très importants pour réfléchir sur les libertés.